Voilà, je vais vous donner une petite introduction de Werken aan de Ring. C'est bien plus que uniquement un investissement dans la voiture. Pour le réaménagement du ring, nous jouons sur la multimodalité, sur le vélo et les transports en commun. Comme vous allez voir à la prochaine transparente, il y a pas mal de choses que nous allons euh, traiter. Mis à part le ring même, il y a les véloroutes, les connexions avec les transports en commun. Il y a aussi certains projets que nous allons débuter plus tôt, comme par exemple le tunnel cyclable à Woluwe-Saint-Étienne, comme vous l'avez sûrement déjà entendu. Donc, il s'agit de bien plus que le réaménagement du ring même. On va aujourd'hui regarder ce dont consiste ce réaménagement pour la zone Woluwe-Saint-Étienne et Krainem. Je dois également mentionner que nous ne faisons pas ça tout seul. Nous travaillons avec la région de Bruxelles-Capitale, avec les sociétés de transport et les gouvernements locaux pour introduire des mobipoints ou d'autres systèmes de partage, par exemple. D'autres sociétés avec qui on travaille, on se penche plutôt sur la nature, la préservation de l'environnement. Donc, on ne travaille pas seul, on travaille avec beaucoup de partenaires. Alors, on a plusieurs objectifs de plan et nous voulons vous expliquer les alternatives pour le ring. Ils doivent correspondre à ces objectifs ou répondre à tous les objectifs. Le premier objectif est une meilleure sécurité routière et un trafic plus fluide. Donc, on veut que le trafic soit sûr et fluide. Le deuxième objectif, c'est améliorer la qualité de vie en évitant le trafic coupe-gorge, mais également diminuer les nuisances sonores et améliorer la qualité d'air. Notre objectif important, c'est améliorer l'accessibilité multimodale. Donc, c'est en misant justement sur les vélos et les transports en commun, comme je l'ai déjà dit. Dernier objectif, c'est faire en sorte que cela rentre dans le paysage et l'environnement. Nous avons aussi plusieurs réseaux, plusieurs liens que nous avons déterminés et dont nous voulons faire en sorte qu'ils soient utilisables. Donc, on a un réseau vert et un réseau bleu, c'est-à-dire les cours d'eau, et le vert, c'est la nature. Donc là aussi, on a identifié des réseaux. Il y a trois alternatives, trois variantes, et on va regarder aussi vers l'avenir. S'il y a moins de déplacements en voiture, quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour le réseau sous-jacent? Nous avons aussi le processus de temps. Donc, en mai 2018, on a commencé une enquête publique et on nous a demandé de voir s'il n'y avait pas d'autres alternatives pour le ring. On a donc étudié cette alternative. Dans le deuxième cycle, on a regardé ces 7 alternatives de plus près. On a supprimé 4 alternatives qui ne répondaient pas aux objectifs et pour le début de l'année 2022, on puisse continuer avec un nombre de variants et d'alternatives. Le plus grand problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties sur très peu de distance. On veut y remédier car cela engendre des accidents. Comment? On ne va pas changer beaucoup, mais on va combiner certains entrées-retours ou supprimer certaines entrées et sorties pour agrandir cette distance entre les complexes d'entrées et sorties d'autoroute.
Un deuxième système est un système parallèle, c'est des routes parallèles au ring pour séparer le trafic de destination et le trafic de transit. Un troisième système est le système latéral où on a d'un côté du ring une route parallèle, pas comme une autoroute, mais plutôt un boulevard urbain comme on le connaît pour le signal à Anvers. Cependant, on a remarqué que cette option latérale ne répond pas à nos objectifs et on l'a donc supprimée. Dans la deuxième itération, nous avons une alternative combinée. Ça veut dire que dans la zone Wemmel, on utilise la première alternative et dans la zone Zaventem, la deuxième alternative. Donc, ça veut dire pour Krainem et Woluwe-Saint-Étienne, cela veut dire l'application de l'alternative numéro 2. Donc, on utilise une partie, l'alternative 1, et puis on la colle à l'alternative 2. Et pour la zone KNM, c'est donc l'alternative 2 qui sera appliquée. Voilà, on parle aussi à présent des variants. Par exemple, quelle vitesse va-t-on donner? Quel est le dénivelé du ring par rapport au reste de l'environnement? Ce sont des choses qu'on veut regarder et on doit étudier cela pour chaque alternative. Voilà encore une fois les parties, les zones, les sous-parties, les sous-zones. Il y a donc un webinaire pour Wemmel qui a également été donné en 2 langues car c'est une commune facilité. On met toutes ces informations, tous les webinaires en ligne disponibles sur le site web. Ce webinaire sera enregistré et sera mis en ligne. Vous pouvez continuer à poser vos questions aussi sur info@werkenandering.be. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez donc pas à nous contacter. Je pense que c'était ça pour l'introduction et je vais à présent donner la parole à Bart et Frank, nos 2 experts, qui vont vous expliquer ce qui est au menu pour les travaux au ring à Krainem et ce que cela veut dire pour les riverains et les voisins. Je vous donne la parole. Merci, Marraine. Alors, de notre part aussi, nous vous remercions de votre présence aussi tard un vendredi soir. On va commencer le bal et on va commencer avec la zone Krainem. Pour vous situer la zone, nous avons pris une photo aérienne. Vous pouvez voir donc le complexe de l'avenue Hector Reynaud avec Zaventem, Woluwe-Saint-Étienne, ici Krainem, la route R22 Woluwe-Dal et le trafic du ring, la connexion entre le ring et le 40 entre Bruxelles et Louvain. Pour tout le territoire de Hainaut Nord et les autres sous-zones, nous avons commencé avec une analyse profonde concernant les problématiques régionales, locales. Et ici, nous voulons donc montrer quels sont les défis et les opportunités pour cette région-ci. Je vous montre les défis. Nous voyons donc à cause de la position du R22 entre le E40 et la zone Hainaut qu'il y a pas mal de trafic coupe-gorge qui utilise la route R22 comme shortcut entre les 2 autoroutes. Ce que nous voyons également, c'est qu'il y a un complexe de bretelles d'autoroutes assez défragmentées qui donne une connexion avec les routes locales, les chemins locaux, et qu'il y a donc pas mal de trafic qui recherche ces bretelles d'autoroutes
et c'est la conséquence d'une situation routière mal lisible et à cause de la position, la situation de la proximité de cette entrée et sortie de secours avec l'échangeur, avec le 40. Cela crée des situations dangereuses sur le réseau routier et sur l'autoroute E40 même. C'est donc un défi important au niveau de la route. Et puis, il y a aussi d'autres opportunités. Vous savez que nous sommes occupés avec vous savez qu'on est occupé à améliorer les véloroutes, le véloroute qui est à côté, situé à côté de l'autoroute. La véloroute à côté du R22 va être entièrement renouvelée. On voit aussi une véloroute à côté de la chaussée de Louvain. Puis, une autre opportunité importante, c'est la structure de Woluwe où, grâce à de nouvelles initiatives, Woluwe a été ouvert. Nous voulons contribuer à ces améliorations. Une autre contribution dans cette zone, c'est une amélioration de la situation des cours d'eau. On va en parler plus en profondeur plus tard. Il s'agit là surtout d'inondations. Ce qui est important à savoir aussi pour ce Woluwe, c'est qu'il y a une structure plus lente par rapport au reste. Par exemple, nous avons une connexion nord-sud dans la vallée Woluwe et puis les connexions entre les espaces ouverts est-ouest. Nous avons Woluwe-Vel, par exemple. Puis, plus particulièrement dans cette zone, nous avons une connexion de Woluwe avec la vallée du Petit Malbec qui donne également une connexion avec le parc Jourdain. À côté de cela, nous avons les deux grands pôles verts, comme on le surnomme. Et voici donc la carte interconnexion. Et on voit qu'il y a pas mal de liens qui manquent dans ce réseau et qui vont donc devoir être placés, introduits avec le réaménagement. Ces liens manquants sont importants et de cette façon, nous voulons atteindre une continuité dans le réseau écologique aussi. Donc, vous le voyez ici, les endroits où il y a des liens manquants. Ces réseaux verts, on les revoit aussi ici. C'est fort lié avec le réseau bleu. Donc, il y a une problématique d'inondation qui est bien connue, surtout dans ce quartier-ci. Et depuis le projet Ring Nord, nous ne pouvons pas donner une solution complète car ces problèmes ont été causés à cause du flux d'eau surélevé. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est dans les zones concernées, faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'infiltration et de zones tampons pour que nous puissions être conscients de ces problèmes d'inondation et créer de l'espace pour la réouverture de Woluwe et donner de l'espace à l'eau, au cours d'eau. Et de cette façon, on va contribuer à la limitation de cette problématique des cours d'eau. Voilà, donc par sous-zone, on essaye de concrétiser cela dans un nombre d'éléments de vision qui sont liés aux 4 objectifs de plan que Maren vient d'expliquer dans son introduction. Ce sont donc des objectifs de mobilité et des objectifs environnementaux. Ici, on a donc
les- la zone, l'échangeur avec le 40. On va vous indiquer les variants qu'on étudie pour garantir des connexions, autant pour les réseaux verts, bleus et les pistes cyclables à travers les différentes alternatives. On veut faire cela d'une façon qualitative. Concrètement, on part donc du 203, c'est-à-dire la piste cyclable qui est entièrement nommée, qui est entièrement repris dans un projet Quick Win, donc c'est-à-dire quelque chose qui va être introduit avant le début du projet. Et donc avec le véloroute qui a été aménagé le long du E40, on va faire la même chose, direction Louvain. Et puis, je voudrais aborder un tout petit peu ce que signifient ces différentes alternatives. Hein, les alternatives dont Marlène a déjà parlé. Donc, à gauche, vous voyez un reflet schématique des trois alternatives qui sont encore en jeu. Première alternative, une alternative où le ring sera optimisé et où le trafic de transit et le trafic de destination sera réaménagé de façon agrégée, mais d'une façon plus sûre en termes de sécurité. Et dans la deuxième alternative, le trafic de transit et le trafic de destination sera scindé aussi bien dans la zone de Wemmel que dans la zone de Zaventem, hein, dont on parle aujourd'hui. Hein. Et puis l'alternative, une combinaison des deux alternatives où la séparation du trafic de transit et trafic de destination est prévue uniquement dans la zone de Zaventem. Cela signifie, comme Marine l'a déjà dit, que la deuxième alternative et la troisième alternative sont identiques pour la zone dont on parle aujourd'hui. Outre ces alternatives, ah non, d'abord, je voudrais vous montrer ce que cela signifie concrètement dans une partie au-dessus du ring. Ici, voici la zone entre l'échangeur de l'E40 et le complexe de l'avenue Hainaut. Donc, vous voyez le profil existant du ring avec à peu près 4 bandes et des accès. Dans la situation future, l'alternative 2, qui est égale à l'alternative 3, qui prévoit donc une structure de trafic de passage, donc indiquée en gris clair. Et puis, vous voyez une structure parallèle, c'est-à-dire une route parallèle qui sera séparée du niveau de la structure du ring. Une structure parallèle où seront donc mis donc les différentes entrées et sorties. Donc, alors que sur le ring, il n'y aura que le carrefour donc, entre la E40 et la E19. Donc, concrètement, le profil pourrait se présenter de la façon suivante. Le pointillé bleu, vous voyez donc l'alternative, hein, le contour de la première alternative qui serait un peu plus compact dans cette situation-là. Mais avec cette alternative, vous avez donc un mélange du trafic de transit et du trafic de destination. Ce qu'on voit également sur cette image, c'est que on va partout à la recherche d'un endroit où on peut intégrer une piste cyclable, des véloroutes dans ce profil, dans ce cas-ci. Ils sont proches du pont de la chaussée de Louvain. Donc, et ce sera placé près du ring pour que de cette façon, pour que cette véloroute serait en dénivelé par rapport à la chaussée de Louvain, comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors, outre la situation de ces alternatives, je voudrais
également voir les différentes variantes de Carrefour qui ont été développées pour l'échangeur de la E40. On voit en grande ligne toujours une différence entre ce que nous appelons un 4 troisième échangeur, 4 quarts et 4 troisièmes. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Ici, de façon schématique, pour le ring qui va du nord au sud, comme la E40 est indiquée en bleu, qui vient donc de l'Est, donc de Louvain, et qui passe par après dans la E40 qui va direction Bruxelles et qui sera donc construite vers une sortie qui va vers les villes. Donc, et dans le catalogue routier, c'est donc indiqué avec une autre couleur. Donc, vous voyez ici en bleu avec des axes de communication. Ce sont donc des routes sans vélo, donc, enfin, des routes qui font la connexion entre le ring et la E40 de cette façon-ci et de cette façon-là. Et puis, dans la direction de Bruxelles également, dans le 4 quarts, dans l'échangeur 4 quarts, on va travailler avec les axes de communication qui entrelient la E40 de direction Bruxelles avec le ring. Il s'agit donc spécifiquement de ces axes de communication-ci et celui-ci, comme monsieur l'indique sur l'écran. Alors, qu'est-ce que nous proposons dans les 3 quarts, dans l'échangeur 3 quarts? Vous voyez toujours la connexion entre l'autoroute de la E40 et le ring se trouve sur européenne. Donc, ils seront entreliés avec ces mêmes axes de communication et que les routes de sortie, donc la E40 venant de Bruxelles, seront connectées avec un complexe d'accès routier. Concrètement, cela signifie que lorsqu'on vient du côté du sud, on prévoit un carrefour ici avec la E40, enfin qui donc on se rend vers le nord. Ça, c'est une solution plus compacte, mais avec une partie, donc un carrefour qui prévoit donc des feux de signalisation. Les variantes pour la deuxième et la troisième alternative sont basées sur le même principe. D'une part, l'échangeur 3 quarts et le 4 quarts. Je vais prendre l'exemple des 4 quarts. Qu'est-ce qui se passe différemment que dans la première alternative? C'est que venant du ring, on a un démarrage ici d'une route parallèle qu'on a vu tout à l'heure dans le diamètre et qui va donc vers le sud et que venant de l'autoroute qui est connectée à partir de la E40 aussi bien sur la route de trafic de transit et d'autre part que lorsque vous devez être à Zaventem, vous prenez la sortie et vous vous rendez sur la route parallèle. Et ainsi, vous pouvez donc rejoindre les différents complexes qui se trouvent sur la route parallèle. Bart va encore l'expliquer plus en détail, mais dans le contexte spatial de cette histoire se présente comme suit. Ici, nous avons examiné de quelle façon enfin, pendant la phase de projet, on a toujours pensé à l'équilibre spatial, car ce que nous voulons obtenir, même si on fait un ring qui est plus fluide et plus sûr, on veut également que celui-là prenne moins de place plutôt. Et nous voyons ici dans cette comparaison avec des échangeurs, il s'agit donc des échangeurs dans la deuxième alternative et la troisième alternative qui sont les mêmes.
c'est que dans cette zone-ci, on a donc une réduction importante de l'empreinte spatiale. Donc, il y aura beaucoup plus d'espace disponible pour les alentours. De 56 hectares, le contour en gris, on passe à 43 hectares. Zone en jaune. Vous voyez, à certains endroits, la largeur de l'infrastructure est un peu plus large que le système actuel, mais dans la majorité des cas, on a en fait une empreinte spatiale plus réduite. Concrètement, cela signifie également, vous voyez ici que le contour rouge, ce sont les contours en rouge. Ça veut dire que le parc de Krainem peut être élargi avec des distances jusqu'à l'infrastructure des autoroutes. Alors, ce que nous voyons également sur cette photo, c'est la réorganisation de la ZUZ qui va aussi mener à une diminution de l'empreinte spatiale et qu'on essaye de vous montrer en image sur cette photo. Donc ici, vous voyez une situation fragmentée de différentes entrées et sorties. Ici, l'entrée et encore ici une sortie et puis l'entrée de Bruxelles et venant de Bruxelles. Et donc, monsieur le montre avec la flèche. Donc, c'est une situation très, très, très complexe, inimaginable. Et en le réaménageant et de le relier sur la R22, on peut créer une situation où, que pour cette vallée de la Wolu, on peut créer beaucoup plus d'espace, on libère pas mal de zones pour faire de l'infiltration d'eau et aussi des bassins tampons pour que dans les zones résidentielles de Krainem, il y ait moins d'excès d'eau. Alors, vous voyez aussi ce que cela peut signifier pour l'environnement. Ça, c'est la situation actuelle avec la sortie de Bruxelles vers la R22 qui va se présenter comme ceci à l'avenir. Sur la R22 même, ce qui fait que du côté droit, il y a beaucoup d'espace qui se libère pour la véloroute qui sera construite et aussi la vallée de la Wolu. Alors, je voudrais à présent donner la parole à Bart. Bon, et bonsoir tout le monde. Je voudrais regarder plus en détail les différents types d'échangeurs. On a analysé le fonctionnement des deux systèmes pour savoir quelle est l'option qui serait la meilleure à long terme. D'une part, la façon dont l'échangeur a été conçu, je l'ai montré sous différentes images et tout à l'heure, je vais vous expliquer le fonctionnement et pour arriver plus tard l'évaluation. Alors, ce que vous verrez à chaque fois, du côté gauche, c'est l'échangeur 4 quarts et du côté droit, l'échangeur 3 quarts. Comme Frank avait déjà dit, lorsqu'on regarde tout d'abord les mouvements entre le ring et la E40 du côté de Louvain, on voit en fait que ces mouvements se font de la même façon. Chaque fois, via des axes de communication, RO du côté de Zaventem ou RO du côté de Krainem, sera à chaque fois mis en connexion avec la E40 avec l'aide des axes de communication, aussi bien pour le 4 quarts que pour le 3 quarts. La différence se situe dans l'échange venant, enfin, direction Bruxelles. Comme Franck l'a dit, pour l'échangeur 4 quarts, ça se fera avec les mêmes axes de communication. Donc, venant de Bruxelles, on peut aller des deux côtés du ring via ces axes de communication.
Et dans l'échangeur trois quarts, ce sera en partie via des feux de signalisation. Donc, vous allez avoir un complexe d'entrée et de sortie avec une sortie de la petite ceinture extérieure qui passe via un feu de signalisation direction Bruxelles et vous voyez également une entrée qui passe via un feu de signalisation lorsqu'on vient de Bruxelles. L'entrée et la sortie de la petite ceinture intérieure peuvent être reliées avec un bypass qui s'ajoute plus tard sur la E40. Donc, lorsqu'on regarde les deux mouvements ensemble, vous obtenez cette image-ci. À gauche, vous voyez l'échangeur 4 quarts avec les différents axes de communication. Et à droite, vous voyez qu'il y a certains mouvements qui se font d'une autre façon. Afin de vous donner une idée de comment ça fonctionne, j'ai à nouveau mis les deux systèmes l'un côté de l'autre. Vous voyez à gauche, quelqu'un vient de Bruxelles ou du complexe de Krijnen, par exemple, ou bien il peut aller tout droit via la E40, ou bien il peut quitter la E40 et via un axe de communication, il peut se rendre vers la petite ceinture extérieure ou via une autre axe de communication vers l'autre côté du RO. Avec un trois quarts, cette même personne peut toujours aller tout droit, direction Louvain. Ce mouvement tout droit, regardons-le plus près, donc passe au-dessus du carrefour, donc le mouvement de et vers Louvain ne doit pas se faire via ce carrefour. En principe, pour l'idée de l'échangeur trois quarts, on le fera. On l'a testé ainsi à Grand Bigger, également à la 12. La façon pour laquelle on ne le fait pas ici, c'est parce que le flux de trafic entre Bruxelles et Louvain est tellement élevé que si on les ferait sortir sur un carrefour, il y aurait des énormes embouteillages qui vont bloquer d'autres mouvements. De là, le mouvement qu'on pourra aller tout droit au-dessus de Carrefour, mais si on vient de Bruxelles et qu'on veut aller sur l'extérieur du ring, il faudra sortir de la E40 pour passer en dessous du pont à un carrefour et ainsi prendre l'entrée sur le ring extérieur où on peut également aller à droite, direction Waterloo. La même chose vaut dans le sens inverse. 4 quarts à gauche, 3 quarts dans le trois quarts à gauche, et quelqu'un veut aller direction Bruxelles via le complexe d'entrée et de sortie Krainem, qui est en dehors de l'image, venant de Louvain, tout simplement tout droit, venant de la petite ceinture intérieure, prendre la sortie, l'axe de communication et se rendre sur la E40 et de la petite ceinture extérieure, prendre la sortie, suivre l'axe de communication. Ici, il rentre dans un tunnel pour enfin arriver sur la E40. Et pour l'échangeur trois quarts, venant de Louvain, même système, donc par le carrefour, direction Bruxelles, donc non pas, alors via un pont qui passe au-dessus. Lorsqu'on vient de la petite ceinture intérieure via une sortie à nouveau, on arrive sur la E40 et de la petite ceinture extérieure, là se trouve la différence. On sort, on arrive sur un carrefour et on se rend à gauche pour aller direction Bruxelles. Ceci est en fait la façon dont les carrefours fonctionnent. Ces deux systèmes, on les a regardés de plus près, donc on voulait savoir quel des deux systèmes sera le système le plus sûr, sera également le plus robuste, c'est-à-dire lorsqu'il y aura un incident, qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'en est-il de la gestion du trafic dans les deux solutions. Et alors, on a commencé tout d'abord avec le point des éventuels conflits. Pour un échangeur 4 quarts, c'est, comme vous connaissez tous, des bandes qui se rejoignent, puis qui se touchent
et où il y a des véhicules qui viennent de droite ou de gauche ou l'inverse pour continuer leur chemin. Pour l'échangeur trois quarts, il y a aussi les mêmes mouvements avec la grande différence que pour certains mouvements, il y a également un carrefour. Et sur un carrefour, vous avez évidemment un autre type de conflit potentiel que vous n'avez pas pour des entrées ou sorties normales. Un feu de signalisation, quelqu'un peut ne pas le respecter, ce qui fait que cela peut créer d'autres genres d'accidents. Ça, c'est une constatation importante. Suivant porte sur les effets éventuels lorsque un incident. Donc, on a analysé cela en regardant différentes situations. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un accident? Admettons, par exemple, il y a un accident sur l'entrée vers la E40, donc l'axe qui vient du ring. Ici, lorsqu'il y aurait un accident, ce qui fait que le trafic est bloqué, il y aura un embouteillage sur cette route-ci. Donc, des deux côtés, donc aussi bien de la partie ring intérieure qu'extérieure. Le problème devra persister avant que le mouvement au-dessus serait tout à fait bloqué. Le plus important, c'est que ces axes de communication vont connaître les conséquences directes. Si à cet même emplacement, nous regardons le même carrefour et qu'il y a un conflit ou un des embouteillages qui sont créés depuis la sortie du ring intérieur, il y aura aussi des embouteillages pour le trafic qui vient du ring extérieur. Ce trafic passe par le carrefour et sur ce carrefour, il est possible qu'il y ait trop de trafic bloquant le carrefour et donc d'autres mouvements vont avoir des problèmes à ce niveau-là. Imaginez qu'on vient de Bruxelles et qu'on veut monter sur le ring, il va y avoir des embouteillages et donc la route va être congestionnée. Donc même dans cette situation de trois quarts, il y a un effet. Puis, il faut dire que lorsqu'on regarde les modèles de trafic, cette situation à droite, donc l'échangeur trois quarts, est beaucoup plus sensible aux embouteillages, c'est-à-dire qu'au niveau du carrefour, il y aura des embouteillages structurels et on remarque également lorsqu'on étudie de plus près le modèle, il y aura beaucoup de trafic qui voudra éviter ce carrefour et va chercher d'autres routes pour atteindre le ring. Au niveau global, on peut donc dire qu'il y a des points d'attention dans cette solution de l'échangeur trois quarts. Et selon les visions actuelles, un échangeur complet avec des axes de communication dans tous les sens est l'alternative à suivre, la solution à suivre. Dans ce territoire, il y a aussi le complexe de bretelles de secours de Krainem. Frank en a déjà parlé. Lorsqu'on regarde l'image avec la situation actuelle, on voit l'échangeur de l'E40. On voit ici la chaussée de Louvain. Ici, on voit la route R22 Voluédal. Et de ce côté-ci, on a l'entrée et sortie d'autoroute sur une longue zone. On a donc le trafic E40 vers Louvain qui part de l'avenue du Vieux Combattant à Krainem, qui va sur très peu de distance devoir communiquer avec l'échangeur depuis le tramline et l'avenue de la Libération. On va devoir prendre
l'entrée de l'autoroute, la sortie se situe ici et l'autre se situe là. Donc, c'est vraiment un complexe très étendu. C'est aussi peu lisible. Donc, aujourd'hui, nous avons heureusement des systèmes de navigation pour nous guider, mais pour quelqu'un qui arrive à cet endroit pour la première fois, c'est un complexe qui porte à confusion. C'est pas seulement peu clair, mais c'est aussi peu sûr. Nous avons regardé donc le complexe dans son état actuel. Il y a deux défis. D'abord, les emplacements où différentes bandes de circulation se rejoignent ou se séparent. Donc là où on rejoint une autoroute ou on quitte une autoroute, ce sont des choses qu'on voit ici à l'image avec une petite boule. À chaque endroit, il y a une séparation ou deux bandes qui se rejoignent et cela peut se passer d'une bonne façon, c'est-à-dire selon les lignes directrices de l'aménagement d'autoroutes et routes périphériques. Si ces endroits se font conformes à ces lignes directrices, on devrait voir une boule verte. Lorsqu'ils ne répondent pas aux lignes directrices ou aux normes, ils sont indiqués en rouge. Et vous voyez qu'en réalité, tous ces emplacements sont rouges, qu'ils ne répondent pas aux normes. Le second élément que nous regardons est l'équidistance entre ces emplacements, entre ces endroits. Pour cela, il y a également des lignes directrices qui tiennent compte de la vitesse qu'on peut rouler, le nombre de bandes sur la route. Donc là aussi, si les distances répondent aux lignes directrices, c'est indiqué avec une ligne verte. Lorsque ces équidistances ne répondent pas aux normes, c'est indiqué avec une ligne rouge. Ce qu'on remarque, c'est que sur le 40 depuis Bruxelles vers Louvain, la distance ici est bien trop courte. Et ça, c'est un problème et on le remarque dans les situations dangereuses sur la route. On a des données concernant les accidents de la route. La police fédérale, ils ont fait un espèce de carte calorifique et on remarque sur certains emplacements, par exemple ici, l'entrée et la sortie d'autoroute de Krainem, il y a une concentration du nombre d'accidents et on le retrouve aussi sur tout le ring et au niveau de la route R22 en haut. Ici, il y a heureusement pas trop d'accidents. En tout cas, ce n'est pas une concentration de nombre d'accidents, mais c'est même ainsi pas une situation conforme à les lignes directrices. Et notre aménagement doit se faire selon ces lignes directrices et ces normes. Peut-être quelques indications pour vous montrer comment on roule. Vous le savez probablement mieux que moi. Quelques exemples. Quelqu'un arrive depuis Woluwe-Saint-Lambert ou l'UCL et suit la route R22 pour rejoindre le 40 en direction de Bruxelles. Il doit suivre le tramline pour reprendre l'avenue de la Libération. Pour aller à Louvain, il doit d'abord reprendre l'avenue du vieux combattant pour rejoindre le 40. La même chose est d'application pour quelqu'un qui vient de Zaventem. C'est la même situation pour les personnes qui veulent quitter l'autoroute. On est sur le 40 depuis Louvain et on veut quitter l'autoroute avec la sortie. Il doit faire tout un tour pour arriver du côté sud. Et si on veut aller au nord, on voit que ce mouvement doit être fait de cette façon-là. Donc, c'est un système peu clair avec un complexe très étendu dans la longueur. On va donc vouloir trouver une solution. Vous vous souvenez que cette distance avec le 40 doit être allongée et on a donc trouvé une solution ou réfléchi à une solution pour
reprendre les entrées et les sorties du côté gauche. Donc là où actuellement il y a une sortie qui passe au-dessus du R22 et rejoint ici, dans ce coin-là, on va en réalité faire une entrée d'autoroute vers le 40 et la sortie en provenance de Bruxelles. À ce niveau-là, il y a également l'entrée vers Bruxelles et la sortie depuis le 40 vers la R22. Donc, tout est rassemblé à ce niveau-là au même emplacement. Grâce à cela, nous allons donc pouvoir répondre aux normes des équidistance et de les aménager de façon correcte. Vous voyez ici à l'image que toute l'infrastructure de cette façon est beaucoup plus sûre au niveau de la sécurité routière. Comment fonctionne le système? En réalité, c'est un système assez simple. J'ai fait plusieurs simulations de mouvement. Quelqu'un qui vient depuis Woluwe-Saint-Lambert ou UCL et souhaite aller vers le 40, il va depuis le Woluwe-Dal, il peut prendre cette route-ci pour rejoindre le 40 vers Bruxelles ou Louvain. Depuis le nord, quelqu'un qui vient de Zaventem doit arriver à ce carrefour pour prendre l'entrée d'autoroute vers Bruxelles ou vers Louvain et le Ring. La même chose, si on vient de le 40 depuis Louvain, on sort de l'autoroute à ce niveau-ci et on peut ensuite continuer vers le sud ou ici vers le nord. C'est un système beaucoup plus simple où on quitte le 40 pour rejoindre l'R22 et au même endroit, on peut depuis la R22 rejoindre le 40. Alors, l'année dernière, nous avons fait une session d'information concernant les choses que nous allions étudier l'année à venir. Pour indiquer, Marraine a dit au début qu'en juin 2018, nous avons commencé la procédure avec environ 7 alternatives. Ces 7 alternatives ont été analysées dans un premier loop. On a eu un effet entonnoir, donc on est passé de 7 alternatives vers 3 alternatives et un certain nombre de variantes. Ceux-là, on les a expliqués l'année dernière en mai et en juin. Et sur base de ces séminaires, nous avons eu beaucoup de moments de consultation, beaucoup de questions, beaucoup de remarques. Et en grande ligne, on peut les diviser donc toutes les réactions en 3 groupes et les reprendre de cette façon dans la prochaine procédure. Donc, un type de réaction concerne des corrections à introduire, des personnes qui ont lu quelque chose qui ne leur semble pas tout à fait correct. Donc, on a aussi adapté les documents selon les remarques. Un deuxième type de réaction concerne des clarifications ou argumentations. Par exemple, je vois quelque chose dans le document, mais je ne le comprends pas très bien, ou il manque la motivation derrière les explications. Ça aussi, nous avons donc complété dans les documents qui ont été publiés. Et un troisième type de réaction concernait des questions des personnes qui souhaitent qu'on étudie d'autres solutions ou d'autres possibilités. Ces réactions étaient très diverses et c'est ce qu'on peut voir sur cette transparente. Il s'agit de remarques qui ont à voir avec la mobilité, le trafic, par exemple, la limite de vitesse, le trafic coupe-gorge, le shift modal, mais aussi des remarques concernant les aspects de l'environnement. Qu'en est-il avec l'environnement, avec l'agriculture, les effets, les conséquences? Qu'en est-il avec les nuisances sonores?
quelles seront les nuisances lorsque les travaux auront commencé. Donc ça, ce sont les genres de remarques ou le thème des remarques que nous avons eues. Qu'est-ce qui est important pour cette zone? C'est ce qu'on a rassemblé ici. Comme on a dit, il y a un certain nombre d'éléments qui devaient être clarifiés ou mieux argumentés. Par exemple, qu'en est-il avec les écrans anti-bruit? Qu'est-ce qui se passe avec l'infiltration d'eau? Qu'est-ce qui se passe avec les structures, l'infrastructure existante? Donc, tout ça a été discuté ou noté dans la note de cadrage numéro 3. Quels sont les points dont on veut traiter avec vous encore? Ce sont toutes ces demandes de recherche. Et la plus importante qui est d'application sur cette zone, c'est l'inquiétude concernant la commune et l'hôpital universitaire UCL au sud de l'E40. Et tout ça a à voir, évidemment, avec le fait que dans nos plans, nous avions fait une proposition de là où j'ai ma flèche, de ne pas rejoindre l'R22 au nord de Woluwedal. C'est une histoire que je souhaite encore expliquer avec vous, vous expliquer, pardon, pourquoi avons-nous dit il y a quelque temps qu'il était peut-être mieux de ne pas connecter Woluwedal. Lors de la consultation l'année dernière, on nous a demandé de rechercher à nouveau de quelle façon on pouvait donc lier Woluwedal et de garder cet axe de communication. Et on va encore en reparler à la fin de ce séminaire. Je souhaite aussi indiquer que lorsqu'on parle d'accessibilité, on parle ici de l'UCL, mais cela compte également pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert, pour des parties des Krainem, pour Woluwe-Saint-Étienne, Saint-Pierre, peut-être des parties de Wezenbeek-Oppem. Donc, je souhaite aussi mentionner que le complexe de bretelles d'autoroute de Krainem, situé ici environ, va être amélioré. Actuellement, c'est un complexe qui fonctionne mal. Donc, celui-là va être amélioré. On va réaménager le ring et l'échangeur. Donc, ça va être amélioré. Et puis, il y aura un complexe de communication avec Wezenbeek. Donc, la question qui nous reste est de savoir est-ce que la R22 au nord de Woluwedal peut-il toujours être en lien avec le ring? Pour expliquer notre idée concernant la déconnexion de la R22, je vais parler d'un premier argument important concernant l'infrastructure existante. Donc, avec le complexe de bretelles à Krainem, nous regardons l'infrastructure existante et nous y regardons les connexions, les petites boules et les équidistances. Donc, les segments entre deux différentes connexions. Lorsqu'on regarde la situation actuelle, ce qui est vert est conforme les lignes directrices, comme nous l'avons déjà dit, et ce qui est rouge n'est pas conforme. Et on constate qu'entre l'avenue Hainaut, ici on voit la R22, ici la chaussée de Louvain et là le 40. Donc, cette partie entre l'avenue Hainaut et le 40, il y a beaucoup de points rouges et d'équidistances qui ne sont pas respectés. L'infrastructure a été placée, aménagée d'une mauvaise façon et qui n'est plus conforme les lignes directrices. En outre, les distances entre les différents points d'accès sont trop petites. Pour vous donner une idée, si on voudrait réaménager les accès au ring, le complexe ne se situerait pas ici, mais environ là.
Tout ça pour vous indiquer que la distance qui manque ici est assez considérable. Il ne s'agit pas de 50 mètres, il s'agit de 500 mètres ou plus. Donc, c'est une constatation importante et les conséquences, à nouveau, sont claires dans le nombre d'incidents. On a repris la carte avec les incidents qui nous viennent de la police fédérale. Et ce qu'on voit, c'est que toute cette partie du ring où l'infrastructure n'est pas conforme à les lignes directrices, que c'est un endroit où il y a une concentration d'accidents. Et l'un des endroits où il y a le plus d'accidents sur le ring, sur tout le ring nord. Donc, c'est donc ici, avec l'avenue Hainaut, la R22 et le ring qui sont emmêlés. Donc là, il y a une forte concentration d'accidents. Un deuxième effet lié à cette mauvaise infrastructure est donc les entrées et les sorties d'autoroutes qui se passent très difficilement. Le trafic qui doit monter sur le ring doit faire cela sur une distance trop petite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont rapidement rentrer sur le ring, donc le trafic sur le ring doit ralentir ou les personnes vont être trop prudents et ils n'osent pas trop rentrer sur le ring dû à la distance et donc le trafic derrière eux arrive à un moment compliqué. Donc, dans ce segment du ring, c'est-à-dire entre le carrefour de l'aéroport et le 40, est un endroit où il y a beaucoup de freins. Le trafic n'est vraiment pas fluide et c'est une situation qu'on connaît tous. Beaucoup d'embouteillages, des routes très congestionnées. On l'a remarqué tous, plusieurs heures par jour, il y a des embouteillages parce que l'infrastructure a été mal aménagée. La conséquence est que les chauffeurs vont chercher d'autres routes. Ça veut dire donc que comme ils trouvent que le ring n'est pas fluide, ils vont chercher d'autres routes. Le trafic depuis au-dessus de Vilvoorde ne va pas prendre le 19 pour rejoindre le ring et arriver à le 40 pour aller à Woluwe-Saint-Lambert. Ils vont prendre la R22 pour passer par l'intérieur. Donc, c'est du trafic qui devrait être sur les autoroutes, mais qui reviennent sur la R22. La conséquence est donc que le trafic sur la R22 va prendre d'autres routes en prenant, par exemple, des routes qui passent par des zones résidentielles à Woluwe-Saint-Étienne, Krainem et Wezenbeek-Open. Une autre conséquence est l'effet sur les zones résidentielles. Il y a des nuisances sonores, on le voit ici à Woluwe-Dal, qui a aussi un effet sur Woluwe-Saint-Étienne. Donc, il y a vraiment des effets négatifs. Net op die locatie. Autre argument, c'est que justement, à cet endroit-ci, nous avons justement un carrefour de deux axes envers, comme Franck l'a déjà mentionné, juste à l'endroit où les deux axes se croisent, où on devrait avoir tout un lieu vert, nous avons affaire avec énormément d'infrastructures. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle nous avons dit, OK, on va ne pas connecter la R22, on va la faire connecter sur le complexe de Krainem pour que le trafic passe puissent donc prendre la route, la E40 et la E19. Et dans ce cas-là, à la hauteur de l'avenue Hainaut, on peut donc construire un complexe d'entrée et de sortie très simple, une entrée et une sortie sur le ring extérieur et une entrée et une sortie sur le ring intérieur. Et alors, nous obtenons un système très simple qui permet également de continuer à aménager la zone verte autour du ring
Et aussi, la vallée de la Wolu et la véloroute en dessous du ring seront joliment intégrés. Mais comme il a déjà été dit, on a également demandé lors de l'enquête pour si on relie à nouveau l'avenue Hainaut au ring et de quelle façon est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est possible et quelles en seront les conséquences? Et ça, nous allons essayer de vous l'expliquer à l'aide d'une dizaine d'images pour clôturer le séminaire de ce soir. Donc, je l'avais déjà dit tout à l'heure, le shortcut, le R22 entre la E40 et l'avenue Hainaut, cette réorganisation du complexe de Krainem qui rend la situation venant du sud, qui améliore cette situation pour aller direction Ring. Nous avons donc continué à rechercher comment on pouvait relier cette R22 localement au Ring et de quelle façon il faudrait le faire. Alors, voici la situation actuelle, avec des entrées et des sorties, un spaghetti d'entrée et de sortie. À gauche, vous voyez la R22, la sortie du ring vers l'avenue Hainaut, l'entrée de l'avenue Hainaut qui rejoint donc la vallée de la Wolu, qui rejoint à nouveau une autre autoroute, ce qui n'est absolument pas sûr. La situation de référence, le projet qui est en cours, essaie déjà d'améliorer en partie la situation, mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, l'amélioration se situe surtout dans la réalisation d'une situation beaucoup plus sûre à l'avenue Hainaut même. Et la zone des entrées et des sorties, ça fait partie donc du projet que nous sommes en train d'aménager actuellement. Et il reste des difficultés sur le ring même qu'on doit continuer à résoudre. Et alors, on arrive à la proposition que Bart vient de vous expliquer avec la déconnexion de la R22, ce qui fait qu'on aurait un complexe hollandais simple et lors de la connexion, pour aller très très vite maintenant, cela signifie que ce complexe hollandais simple, le principe des bras parallèles qui viennent sur deux carrefours sur l'avenue Hainaut, et qu'il faudrait le faire différemment si on veut relier la R22 du côté nord du ring. Comment faut-il réaliser? Tout d'abord, cette sortie doit se distendre un peu plus du ring pour que entre les deux, on puisse réaliser la sortie. Alors, l'entrée direction sud doit se faire à travers cette nouvelle route vers la vallée de la Wolu via un pont. Ça, c'est encore assez compact à réaliser, mais il y a quelque chose de plus complexe. Alors, il faut de nouveau passer en dessous du ring. Il faut donc le détourner pour arriver à l'entrée qui était prévue du côté nord. Il faudra le prévoir du côté sud pour les connecter avec la sortie de la vallée de la Wolu, direction nord, pour pouvoir joindre donc la structure parallèle du ring. Ceci étant dit, ceci n'est que possible lorsque le ring aura une structure parallèle par rapport à l'alternative 2 et 3. Un avantage supplémentaire pour l'avenue Hainaut, c'est qu'on aurait deux carrefours qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Donc, en termes de sécurité, ce serait quand même une bonne chose. Tout à l'heure, je l'avais déjà indiqué,
Ici, les axes vers les zones vertes qui se joignent, donc la vallée de la Wolu, et puis le bois le long du ring intérieur et l'espace ouvert à l'est-ouest. On essaye de faciliter ces zones-là. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, nous avons déjà on a une nouvelle éco-connexion via le pont qu'on est en train de construire actuellement. Un point de départ important, c'est que maintenant, donc, le Woluwe qui est recouvert par le ring, de réouvrir cela avec la connexion de la R22. La proposition serait de déplacer la Wolu du côté sud de l'entrée de la R22 pour le faire aller en dessous du ring, comme vous pouvez le voir sur l'image avec la véloroute que vous voyez également à l'image sur la photo. En d'autres termes, la situation devient un peu plus complexe que dans la proposition initiale. Je vais essayer de passer au slide suivant. Par rapport à la situation existante que vous voyez au-dessus, l'avantage, c'est que, enfin, ici, ce qui est indiqué dans le contour gris, qu'avec cette connexion, enfin, sur le nouveau projet de cette variante, on a un gain d'espace énorme qu'on peut réaliser pour créer une valeur ajoutée pour tout l'environnement. Donc, un énorme gain de place de 33%, pour être plus précis. Vous voyez ici un endroit où on veut créer le corridor est-ouest en supprimant toutes ces entrées et sorties et en réalisant les nouvelles entrées et sorties du côté de la R22, il y a quand même toute une partie verte qui sera à nouveau fragmentée et qui pourrait former un parc très intéressant pour le public en général. Peut-être encore un instant sur la comparaison en termes de trafic entre les deux systèmes. Franck avait déjà indiqué que la connexion de la R22 ou le maintien de la R22 sur le ring, que ce serait possible, mais à certaines conditions. Tout d'abord, uniquement avec une alternative où le ring aurait des routes parallèles. C'est parce que sur les routes parallèles, on roule de toute façon moins vite, ce qui fait que les intervalles qui sont tellement importantes pour l'aménagement sûr, les distances intermédiaires seraient moins courtes, ce qui fait qu'on peut faire entrer la R22. La R22 a un profil de 1, donc une bande dans chaque direction. Plusieurs bandes ne seraient pas réalisables. Si on mettait 2 bandes ici, on a une double entrée ici sur le ring et puis tout glisse et on atterrit dans les problèmes avec les intervalles, donc les distances intermédiaires. Il n'y a pas de connexion entre l'avenue Hainaut et la R22 et ça, nous l'avons expliqué dans la sous-zone précédente. Pour cela, il y a une connexion intermédiaire par la rue de la Belgique là, pour se rendre vers Woluwe
Saint-Étienne pour scinder le trafic normal avec le trafic de transit pour joindre le ring. Alors, on a comparé les deux systèmes. Vous allez voir quelques images avec à gauche chaque fois la possibilité où la R22 est désenclavée et du côté droit, on vous montre les éléments qui sont pertinents où le système, la R22 serait connecté. Alors, une analyse en termes de sécurité, si on réaménage le ring avec la R22 qui n'est pas connectée, alors vous voyez que toutes les connexions et toutes les distances intermédiaires, les lignes sur l'image, qu'elles sont conformes. Avec l'alternative où la RV22 serait connectée, on voit qu'à nouveau, on peut construire une infrastructure sûre. Vous voyez que par rapport à l'autre image, il y a des endroits qui sont situés différemment, mais qui sont aménagés de façon sûre. Donc, les deux options peuvent se dérouler de façon sûre. Deuxième élément, est-ce que ça aura des effets sur le ring même? En reconnectant la R22, on aura peut-être des effets sur le ring qui seraient éventuellement négatifs. Quant à cela, je peux être bref. On voit en effet, sur certaines parties, il y aurait moins ou plus de trafic. Par exemple, entre la E40 et l'avenue Hainaut, il y aura, lors de la déconnexion, il y aura plus de trafic, c'est logique, parce qu'avec la connexion, le trafic peut également utiliser la R22. Il y aura un peu moins de trafic sur le ring même. Pour vous donner une idée, en cas de déconnexion, vous avez ici 2530 véhicules sur la route parallèle. Et lorsqu'on regarde avec connexion, cela baisse jusqu'à 2400, donc ça diminue légèrement. La partie au-dessus de l'avenue Hainaut, là, on voit un tout petit peu l'inverse. Là, le trafic augmentera légèrement en cas de connexion, mais ça ne pose pas de problème. Il y a encore un passage fluide et le temps de reste pareil, plus ou moins. Donc, on peut dire qu'il n'y aura pas de grands effets sur le système du ring même si on le connecte de cette façon-là. Un troisième élément, c'est que nous voulons évidemment savoir si certains carrefours, lors des heures de pointe, est-ce qu'ils vont bien fonctionner ou est-ce qu'ils vont poser un problème à un certain moment? Lorsqu'un carrefour fonctionne mal, je dois ajouter cela que on a fait à chaque fois une analyse avec un modèle de trafic qui tient compte des intensités futures, avec le trafic qu'on attend d'avoir d'ici 2030, donc pas de la situation actuelle. Donc, il y aura plus de trafic à ce moment-là. Donc, sur cette image-ci, on va indiquer quels carrefours sont bien gérés, fonctionnent bien, sont indiqués avec une pointe verte, s'ils fonctionnent mal, avec une boule rouge. Et on voit que lorsqu'on déconnecte le ring, je vais agrandir un tout petit peu l'image, lorsqu'on déconnecte le ring, on voit que pendant l'heure de pointe du matin, le complexe d'entrée et de sortie de Kruinem et le carrefour avec la rue des Vieux Combattants fonctionne bien, mais uniquement le carrefour avec la chaussée de Louvain et la boulevard d'Arlande pose un problème. Le soir, un peu une situation semblable, et lorsqu'on connecte la R22, on voit toujours la même image. Il y aura plus de trafic qui fera ce mouvement-ci. Donc, ce carrefour ci fonctionnera un peu plus facilement que du côté gauche, mais toujours bien. Aussi, le carrefour avec la tramline et Oudtshoorn fonctionnera bien, et aussi le carrefour avec les entrées et sorties fonctionnera bien. Qu'est-ce qui reste un problème? Le carrefour de Molenhoek avec la chaussée de Louvain. Donc, cela nécessite encore un peu plus d'analyse pour voir en collaboration avec la commune comment il y a lieu d'améliorer cela. Alors, un dernier point que nous avons examiné,
c'est le temps de voyage pour aller d'un endroit à un autre endroit. Comme je vous l'avais déjà dit, il y a eu beaucoup enfin, d'avis de la part des communes au sud de la E40 et aussi de l'hôpital universitaire qui se font des soucis par rapport à l'accessibilité de la commune vers le site, mais aussi de savoir combien de temps cela va mettre pour atteindre le ring. Pour cela, on a fait un exercice. On a examiné le temps de voyage à partir de la E40 via la ligne en orange, donc le long de la E40, et puis le ring pour aller vers la E19. On a également examiné le temps de voyage de la part de la UCL via la ligne bleue. Si on prend l'entrée et la sortie Krainem pour aller vers la E40, le ring et la E19, et lorsque on va connecter le ring, on arrive à nouveau via la R22. Pour cette option-là, on a donc examiné la ligne verte, c'est-à-dire le trafic de la UCL qui sort à la R22 pour joindre la E19. Et qu'est-ce que nous avons constaté? J'ai mis tout cela dans des tableaux. Donc, la ligne en bleu, le trafic entre l'UCL et la E19, et la ligne en orange, le trafic entre la E40 et la E19. Et pour cette option-ci, où on connecte le ring, la ligne en vert avec la connexion entre l'UCL et la E19. Donc, à chaque fois, il faut comparer ce tableau-ci avec celui-ci et ce tableau-ci avec le tableau à droite. Et alors, on voit que les temps de voyage, qu'il n'y a pas de grande différence entre les temps de voyage. Parfois, il y a certaines gains de temps à réaliser si on a quand même une différence de 15 secondes, façon de parler. Parfois, les différences sont un peu plus augmentées. Par exemple, pendant l'heure de pointe de matin, le trafic qui vient de la E19 et qui utiliserait le ring pour arriver ainsi à l'UCL. Et lorsque la R22 ne serait plus connectée, alors il y aura plus de trafic qui va prendre le ring. C'est logique. Et un peu plus par la E40, alors le temps de voyage sera un peu plus de 19 minutes. Et si on reconnecte la R22, il y aura évidemment une partie du trafic qui va prendre la ligne verte et la partie en bleu ira plus vite. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a un gain de temps d'une minute et demie. On voit que pas tous les temps de trajet font de grosses différences. Par exemple, ici, lors d'heures de pointe du soir, il y a moins de différence ou là, un peu plus de différence, le temps de trajet E40, E19, là, il y a un peu plus de différence. Si on connecte la R22, on était curieux de voir quel était le temps de trajet si quelqu'un partait de l'UCL via le complexe Krainem, le 40 sur le ring, ou quelqu'un qui décide de utiliser la R22 Wolvedal. Alors, il faut comparer ce tableau avec ce tableau. On voit alors que les différences sont faibles parfois. Par exemple, dans l'heure de pointe matinale, quelqu'un qui part de l'UCL pour rejoindre le 19, il a environ le même temps de trajet lorsqu'il prend le ring et le 40 que s'il voyage via la R22. 9 minutes 39, 9 minutes 45. Pour le temps de trajet en heure de pointe en soirée, nous pouvons quand même dire que cette personne prendrait 17 minutes par le 40 et le 19 et 20 minutes en passant par la R22. Ça peut paraître étrange, mais en réalité, on peut
On peut expliquer cela par le fait que le complexe de bretelles de secours est plus fluide et plus sûr. Ensuite, la distance, l'équidistance entre l'entrée et sortie du trafic vers le ring est plus fluide également. Et troisièmement, nous avons réaménagé le ring. Donc, ce ring sera d'autant plus fluide qu'actuellement. Quatrième raison, une personne qui prend la R22 aura plus de carrefours. Une personne qui part de l'UCL a quelques carrefours à ce niveau aussi, mais ici, il y a aussi le carrefour avec les entrées et sorties d'autoroute. Mais une fois qu'on est sur le 40, on est sur l'autoroute, plus de feux de signalisation. Si on continue sur la R22, il aura encore un carrefour ici, puis un autre carrefour avec la chaussée de Louvain à ce niveau. C'est un carrefour qui est très complexe. Vous vous souvenez de la boule rouge. C'est un feu de signalisation qui fonctionne mal. Et ensuite, il y a encore probablement le carrefour à ce niveau-ci avec la rue rouge-coulâtre. Donc, la différence de vitesse n'est plus aussi grande. Hein, donc, on devra rouler 70 ou moins et sur l'autoroute, on peut rouler plus vite. Ensuite, il y a des mouvements qui seront plus rapides. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la direction vers l'UCL, c'est-à-dire en matin, quelqu'un veut prendre le 19 vers l'UCL. Lorsqu'il prend le ring et le 40 au complexe de Krainem, il met presque 18 minutes pour atteindre l'UCL. S'il prend la R22, il met au même moment 14 minutes et demie. Donc vous voyez, ce n'est pas noir ou blanc, il n'y a pas une solution qui fonctionne mieux qu'une autre solution. Au niveau des temps de trajet, il y a des avantages et inconvénients à tous les systèmes. Tout ça pour vous dire que nous avons placé les deux options l'un à côté de l'autre. On sait comment fonctionne chaque système. Je dois uniquement mentionner qu'il y a encore un certain nombre d'enquêtes en cours, comme le rapport à effet environnemental, impact environnemental. Et donc là aussi, on va comparer les deux solutions. On va encore avoir d'autres informations qui vont en sortir. Et les visions actuelles indiquent que déconnecter la R22 ou connecter la R22 n'est pas une histoire noire ou blanche. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque système. Donc, pour l'instant, on peut continuer à les étudier l'un à côté de l'autre. Avec cela, j'arrive probablement pour certaines personnes, je suis enfin arrivée à la dernière image pour répéter qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la dernière sous-zone du ring nord. Je dois plus que vous dire que les autres parties, par exemple la partie 9 avec le nord de cette zone-ci, toutes les explications se retrouvent sur le site web expo.werkenandering.be. Donc, vous aurez accès dans le courant de la semaine prochaine ou la semaine d'après. Vous pourrez continuer à consulter les webinaires pour les réécouter. Je vous remercie tous pour votre présence et votre attention. Et puis, je pense que le chat restera actif pendant un moment pour les personnes qui ont encore des questions à poser. S'il y avait encore quelqu'un qui avait une question par après, n'hésitez pas à le faire. J'ai oublié l'adresse email par contre, mais on peut le retrouver sur le site web, tout à fait. Merci Franck. À travers cette adresse email, vous pouvez envoyer des questions et donc à ce moment-là, on y répondra un peu plus tard. J'ai
J'ai été informée que le chat sera ouvert pendant une dizaine de minutes. On peut encore envoyer des questions après. Puis, je souhaite remercier tous mes collègues d'avoir mis cette réunion en place, organisé tout cela et les préparations, et puis pour répondre pendant le séminaire. Merci à tous. Bonne soirée et bon week-end. À bientôt. Au revoir.